Il existe un marché qui pèse des dizaines de milliers de milliards d'euros et qui impacte ton prêt immobilier, la santé de l'économie et ton portefeuille boursier, et même le prix du Bitcoin. Beaucoup ne savent pas comment il fonctionne et pourtant, il impacte directement leur placement et leur vie en fait. Moi-même, j'ai mis longtemps à le comprendre. Non, ce ne sont pas les actions, non, ce n'est pas l'immobilier et non, ce n'est pas la crypto. En France et dans le monde, le cœur du système s'appelle le marché obligataire. C'est la pièce maîtresse du système financier mondial. L'objectif est de t'expliquer cela en termes simples dans cette vidéo. On va voir comment ça marche, à quoi ça sert et comment toi, tu peux les utiliser. Mais avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. La majorité d'entre vous regardent les vidéos sans être abonné aujourd'hui. Tu peux aussi mettre un pouce ou encore mieux, commenter la vidéo pour qu'elle touche un plus grand nombre de personnes. Et tu vas voir pour celle-ci, je pense que tout le monde devrait en prendre connaissance. Alors c'est quoi les obligations? Imagine que tu lances une boîte. Tu as une idée géniale, tu as toute l'énergie du monde pour la réaliser, mais tu n'as tout simplement pas l'argent. Donc tu vas voir quelqu'un qui en a et tu empruntes. Tu lui fais une promesse, je te rembourserai et je te donnerai un petit bonus. Ce petit bonus, ce sont les intérêts. C'est le coût pour utiliser l'argent de quelqu'un d'autre. 1 euro aujourd'hui vaut plus qu'un euro demain. Parce qu'un euro aujourd'hui, tu peux saisir des opportunités dès qu'elles se présentent. Quand quelqu'un te donne cet argent maintenant, il renonce à ce potentiel. Il veut donc être dédommagé pour cela. Sinon, il pourrait investir ce même argent dans sa propre entreprise, une autre opportunité, ou en bourse sur le S&P 500 par exemple. Les ménages et les entreprises empruntent, ça tu le sais déjà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'État emprunte aussi. Quand l'État français emprunte, l'agence France Trésor, AFT, émet ce qu'on appelle des titres. Des BTF, bons du trésor à taux fixe dans le cas du court terme, c'est-à-dire inférieur à 1 an, et des OAT, obligations assimilables du trésor dans le cas du moyen ou long terme. Les investisseurs qui achètent ces titres prêtent donc de l'argent à l'État qui est l'émetteur de l'obligation. Le gouvernement français dépense en permanence de l'argent. Défense, routes, santé, sécurité sociale, etc. Et même si beaucoup de ces dépenses peuvent sembler altruistes, en réalité, elles sont aussi stratégiques. Les gouvernements dépensent pour stimuler la productivité parce que des citoyens et des entreprises productifs génèrent des recettes fiscales. L'essentiel des recettes d'un État vient des impôts. En France, en 2024, 62% provenaient de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la TVA. 18% de l'impôt sur les sociétés. Le reste venait d'autres impôts indirects et des taxes. Mais voilà, je ne t'apprends rien en te disant que le gouvernement français a tendance à dépenser bien plus qu'il ne collecte en recettes. Ça fait constamment la une. Cet écart entre ce qu'il collecte et ce qu'il dépense s'appelle le déficit budgétaire. Et chaque fois qu'on creuse un déficit, on ajoute à la dette publique totale, c'est-à-dire le montant que l'État doit du fait de tous les emprunts passés pour compenser ce déficit. Les déficits sont annuels et la dette totale est cumulative. La dernière fois que la France a dégagé un excédent budgétaire, c'était en 1974. Léger, 0,1% du PIB. Depuis 1975, les comptes publics sont durablement déficitaires. En 2024, la France affichait un déficit de 168 milliards d'euros. Alors d'où vient l'argent en plus? L'État français emprunte au public en émettant des obligations. Quand l'État a besoin de cash, l'AFT, l'agence France Trésor, organise des adjudications, en fait des enchères, et vend des obligations à des investisseurs dans le monde entier. Les gens qui achètent sont des banques, des fonds de pension, des assureurs, des gouvernements étrangers et aussi des particuliers. Alors pourquoi les investisseurs se battent pour ces titres? Parce que la dette d'État française est considérée comme l'un des actifs les plus sûrs en euros. Il faut bien comprendre 4 notions clés sur ces titres. Le premier, c'est le principal, la valeur nominale, c'est le montant prêté. Le deuxième, c'est le coupon, c'est l'intérêt versé en euros annuels. Le troisième, c'est l'échéance, c'est-à-dire la durée du prêt. Et le quatrième, c'est le rendement, c'est ta performance réelle qui dépend du prix de l'obligation. Les prix des obligations montent et descendent, mais le coupon, le montant des intérêts en euros versés, reste toujours le même. Donc le rendement peut monter ou baisser selon le prix de l'obligation. Si le prix de l'obligation baisse, le rendement augmente. Et si le prix de l'obligation monte, le rendement diminue. Exemple simple, tu achètes une OAT, une obligation d'État, 1000 euros qui verse 4% de coupon, donc 40 euros par an. Plus tard, de nouvelles émissions sortent à 6%, c'est-à-dire 60 euros par an. Ta vieille OAT à 40 euros devient moins attractive. Son prix peut baisser, disons 900 euros. Mais tu touches toujours 40 euros, le coupon reste fixe. 40 sur 900, c'est 4,44%. Ton rendement a changé à la hausse. Inversement, si les taux baissent, le prix des obligations monte et le rendement courant baisse. D'où viennent donc ces taux de marché?
L'achat de ces titres se passe aux enchères ou adjudications, selon un calendrier défini sur ce qu'on appelle le marché primaire. Ces enchères fixent un rendement de référence en fonction de la demande. Ces titres se retrouvent ensuite sur le marché secondaire qui réévalue en continu le prix des obligations déjà en circulation par rapport à l'évolution du dernier rendement de référence obtenu au marché primaire. Les investisseurs achètent et vendent en permanence en fonction de leur anticipation du contexte économique. La BCE va-t-elle monter ou baisser ses taux d'intérêt? L'économie accélère-t-elle ou ralentit-elle? Doit-on s'attendre à de l'inflation à l'avenir? Voilà le genre de questions que se posent les investisseurs obligataires pour déterminer quel rendement justifie pour eux de prêter leur argent. Au final, les taux d'intérêt de marché ne sont rien d'autre que le rendement exigé à un instant T par les investisseurs obligataires du monde entier en fonction de ce qu'ils pensent que l'avenir réserve. Et c'est là que ça devient intéressant. Si les taux de marché montent, le coût d'emprunt de l'État augmente aussi. Aujourd'hui, le gouvernement français a plus de 2700 milliards d'euros de dette publique cumulée, empruntée au fil du temps. Le ratio clé à suivre pour comprendre ce que cette dette signifie vraiment, c'est de calculer la dette par rapport au PIB, dette sur PIB. C'est une façon de comparer ce qu'on doit à ce qu'on produit, un peu comme la banque compare ton emprunt immobilier à ton revenu annuel avant de t'accorder un crédit. Ça te donne une meilleure idée de la santé de la dette et de la capacité à la rembourser dans un certain délai, comme pour le prêt immobilier. Mais plus important, c'est à quel taux l'État paye les intérêts sur cette dette. Parce que lorsque les taux montent, l'État doit dépenser davantage rien que pour payer les intérêts. Et ce fardeau peut grossir vite. Aujourd'hui, une grande partie de la dette publique est sous forme d'obligations à court terme. Ces titres arrivent constamment à échéance sur 6, 12 ou 18 mois. Donc l'État utilise en permanence ces titres courts pour se financer. Ce processus s'appelle rouler la dette. Plus la dette est court terme ou arrive à maturité, plus le budget subit les taux actuels au moment du rendement. Autre point important, il y a aussi des emprunts plus anciens, faits il y a 10 ou 30 ans, qui arrivent maintenant à échéance. L'État transforme ce qui était autrefois de la dette à long terme en dette à court terme en la refinançant. Et plus ça arrive, plus la charge totale de la dette dépend des taux du marché actuel. Si les taux montent, le coût des intérêts augmente. Et quand ça arrive, ça commence à évincer d'autres postes de dépenses comme la défense ou la santé. Parfois, cela mène à des coupes budgétaires ou à emprunter encore davantage pour financer ces obligations. C'est pour ça que les rendements obligataires comptent. Non seulement ça impacte ton prêt immobilier, on va voir ça ensuite, mais ça façonne aussi l'avenir financier de pays entiers. Ce que cherche l'État, c'est un bon mix de maturité. Éviter d'être trop exposé au court terme quand les taux sont hauts et verrouiller des taux plus bas si l'occasion se présente, via des obligations plus longues de 10 ou 30 ans. C'est un peu comme figer un taux de prêt immobilier quand la fenêtre est favorable. Exemple, ton crédit immobilier lorsque le taux était très bas à 1% et que tu ne veux plus lâcher. Alors tu vas me dire pourquoi c'est important pour toi. Ce à quoi on pense en premier, ce sont les taux fixes des crédits immobiliers. Ils dépendent dans les faits du rendement des obligations de l'État à 10 ans. Les banques utilisent l'indice TEC 10 qui donne le taux à 10 ans mis à jour chaque jour. Quand l'OAT ou le TEC 10 monte ou baisse, les banques ajustent peu à peu leur barème. Ce que l'on comprend, c'est que les décisions politiques et le contexte économique impactent la confiance en l'État français. Donc le taux auquel on lui prête, ce qui impacte ensuite ton taux de crédit immobilier pour te loger. Côté placement, il y a encore un point qui va affecter ton portefeuille d'actions. Alors reste attentif. Quand les taux montent, les obligations d'État finissent par offrir un meilleur rendement sans risque, ou presque. A l'inverse, les actions représentent une part de propriété d'une entreprise et pas du tout l'obligation pour quelqu'un de te payer sur une période donnée. Donc si l'entreprise va mal, ou si l'économie ralentit, le prix, la valeur de l'action peut baisser, voire atteindre zéro. Les obligations, c'est différent, surtout les obligations d'État. La seule manière de ne pas être payé, c'est si l'État fait défaut. Sinon, tu récupères toujours ton argent avec les intérêts. Donc, si les obligations commencent à offrir 5% et que les actions ont un rendement attendu, disons, de 6%, les investisseurs vont commencer à se poser des questions. Est-ce que je prends vraiment le risque d'acheter une action pour 6% attendu quand je peux obtenir 5% garanti par l'État? Ce taux des obligations d'État s'appelle le taux sans risque. Et l'écart de 1% entre les 6% attendus en bourse et les 5% de l'obligation d'État s'appelle la prime de risque action. Quand les rendements obligataires montent, cette prime rétrécit. Et quand ça arrive, les investisseurs commencent à se détourner des actions, ils vendent les actions. Conséquence, la valeur de tes actions peut baisser à ce moment-là. Autre thermomètre, l'écart de rendement entre la dette sûre d'État
et la dette des entreprises. On parlait de la prime de risque action et tu as une logique similaire sur le marché obligataire, en particulier entre obligations d'État et obligations d'entreprise. Quand la peur monte sur les marchés, les investisseurs exigent des taux plus élevés des obligations d'entreprise. L'écart entre les obligations d'État dites sûres et les obligations d'entreprise risquées s'appelle le High Yield Spread, l'écart de rendement des obligations à haut rendement. Quand cet écart s'élargit, c'est souvent le signe qu'il y a un problème quelque part sur les marchés. C'est pour ça que cet indicateur est très surveillé. Le marché obligataire ne fait pas que refléter la réalité économique. Il la façonne aussi, parce que lorsque les taux montent, cela peut ralentir toute l'économie. Enfin, autre point important, c'est la courbe des taux. Normalement, les obligations de plus longue durée paient plus que les obligations de courte durée, car immobiliser du capital plus longtemps a un coût d'opportunité plus grand. Mais quand les rendements de court terme sont plus élevés que ceux de long terme, on parle de courbe inversée. Quand la courbe s'inverse, les investisseurs disent en gros qu'ils préfèrent des obligations de long terme aux obligations de court terme, parce qu'ils s'attendent à un ralentissement économique ou à une autre raison qui ferait baisser les taux à l'avenir. La demande accrue pour le long terme pousse alors les rendements de ces obligations à la baisse. Ok, tout ça c'est bien beau, mais toi, en tant que particulier en France, comment tu peux profiter du marché obligataire concrètement? Il y a plusieurs enveloppes avec des contraintes, des limites et des avantages. Le premier, c'est l'assurance vie, la porte d'entrée la plus utilisée vers l'obligataire. Ça se fait au travers du fonds en euros, c'est un capital garanti par l'assureur hors frais et des intérêts à effet cliqué acquis chaque année. Le portefeuille est majoritairement obligataire, beaucoup d'OAT d'État et quelques obligations d'entreprise. Ce qui en fait la façon la plus simple d'être exposé aux obligations sans volatilité quotidienne. L'inconvénient, c'est que le rendement est lissé par l'assureur, il y a des frais de gestion et la garantie ne protège pas contre l'inflation. Sinon, il y a les comptes en unité de compte UC obligataires. Tu peux choisir des fonds ou des ETF obligataires, d'État, d'entreprise, monde, sur des durées courtes, longues, sur l'inflation, etc. Ça va dépendre de la liste proposée par ton contrat. Toutes les ETF ne sont pas éligibles. L'avantage, c'est que tu as le choix et des rendements liés au marché. L'inconvénient, pas de garantie en capital et une sélection limitée par l'assureur, plus des frais. Fiscalité de l'assurance vie, tu n'es imposé que si tu fais un rachat, partiel ou total. Après 8 ans, tu bénéficies d'un abattement annuel sur la part d'intérêt retiré, 4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple, et d'une imposition plus douce. Avant 8 ans, c'est plus lourd. L'autre solution, c'est le compte titre ordinaire, CTO. Tu peux y acheter des ETF obligataires aussi, dans la zone euro, zone monde, inflation, durée courte longue. Tu peux aussi y trouver des fonds obligataires et parfois même des obligations en direct selon l'offre de ton courtier. C'est l'enveloppe la plus flexible. La fiscalité, c'est que les revenus, les coupons, les intérêts et les plus-values sont imposés au PFU de 30%, la flat tax. C'est par défaut. Et puis tu peux opter aussi pour le barème à l'impôt sur le revenu. Troisième option, qui n'en est pas une vraiment, c'est le PEA ou le PEA-PME. Et en fait, pourquoi? Parce que ça ne marche pas pour les obligations. Le PEA est pensé pour les actions européennes ou des fonds ETF majoritairement investis en actions. Et donc les obligations et les ETF 100% obligataires ne sont pas éligibles au PEA. C'est une limitation majeure si ton objectif est l'obligataire. Enfin, il reste une quatrième option qui est le PER, le plan d'épargne retraite, à connaître aussi. C'est une enveloppe dans laquelle tu peux y détenir des fonds et des ETF obligataires, via des unités de compte aussi, et du coup profiter d'un avantage fiscal à l'entrée, déduction des versements dans certaines limites des impôts, contre un verrouillage jusqu'à la retraite, sauf cas de déblocage exceptionnel. C'est un outil intéressant pour la partie obligation long terme d'une épargne pour la retraite. Pense quand même à vérifier l'éligibilité des ETF obligataires auprès de ton courtier. Si tu gardes tout ça en tête, tu comprends pourquoi les obligations pilotent à la fois ton crédit IMO et la construction de ton épargne. Le marché obligataire est très peu compris et est pourtant essentiel. J'espère que je t'aurai ouvert un peu plus les yeux sur les rouages du système dans lequel on évolue. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.